Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous, Msarraf Laouen, Azul Laouen. Chers compatriotes d'Afrique du Nord, à vous aussi. Nos salutations les plus respectueuses, les plus chaleureuses du Canada. Nous, aujourd'hui, dans cette intervention, nous allons reparler encore de cette situation explosive en Afrique du Nord. Quand nous disons l'Afrique du Nord, nous pensons au Mali, Niger, Tchad, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Sahara occidental, Mauritanie. Donc nous allons nous limiter à cet espace géographique, dans notre message d'intervention un peu plus large, nous la réservons au président de la Commission de l'Union africaine. Donc, dans notre présente intervention, euh, les auditeurs et les personnes qui nous suivront et que nous suivent doivent avoir en permanence en tête que notre objectif est de montrer les impacts sur les populations, l'éducation, la santé, la paix et le développement de ces populations. Donc, même si nous manipulons des concepts qui vous paraîtront bizarres ou difficiles, certes, il y aura des aspects assez complexes que nous aborderons de la façon la plus simple. Exemple, ce que vous voyez ici derrière moi, ce sont les taux de change sur les marchés internationaux de 4 monnaies différentes, du dollar, de l'euro, du yuan chinois et du dinar algérien. Et après, bien sûr, en seconde partie, nous allons vous parler de ces calculs faits sur la monnaie algérienne, sur le dinar algérien, que nous allons, bien sûr, nous allons commenter et expliquer. Soyez sans crainte, pour ces calculs, nous les aborderons de façon à ce que même un collégien du niveau lycée ou bien un littéraire qui a horreur de ces calculs comprendra. Nous les aborderons de la façon la plus simple. Donc, et il est clair ici que nous allons parler de la balance des paiements internationaux, de l'Algérie essentiellement, et de toute l'Afrique du Nord, du Mali et du Niger surtout. Nous allons parler, et non pas des volumes de la balance des paiements tels que calculés par les économistes, etc., mais plutôt par les histoires d'équilibre. Les histoires d'équilibre que vous voyez dont la forme la plus simple est représentée ici. C'est la forme la plus simple qui est représentée ici. Et bien sûr, quand il s'agit de taux de change, bien sûr, nous n'irons pas jusqu'à ce niveau de détail. Parce qu'il y a encore des niveaux de détail plus importants. Donc, nous rappelons que toutes les personnes qui nous écouteront doivent avoir en permanence les populations, c'est-à-dire la démographie, le développement, l'éducation, la santé et la paix de ces populations. Même si les concepts que nous allons manipuler seront un peu bizarres, peut-être, pour certains. Donc, les premiers mots, la première introduction, c'est nous allons nous concentrer pour ne pas nous disperser et être efficaces dans le temps. Nous commençons par les autorités publiques des États du Mali, Niger et Tchad. Nous nous adressons aussi aux nations du Mali, du Niger, du Tchad. Ce que aux autorités publiques et aux nations, ce que nous dirons sur la monnaie, les ressources naturelles et les équilibres internationaux à propos de l'Algérie, notre patrie de naissance, notre patrie naturelle, est valable en pire pour vous.
Ce que nous dirons sur l'Algérie est grave. Ce que vous devez comprendre pour vos nations est encore plus grave pour vous. Aux nations du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, et aux autorités publiques de ces trois pays, nous vous demandons, nous vous prions d'aller vers plus de sagesse et de lucidité politique. Il est hors de question pour nous de renier un milligramme, un atome de la fraternité que nous avons pour la nation marocaine et la nation tunisienne et pour toutes les nations nord-africaines. Mais les États qui dirigent ces populations, qui dirigent ces nations, ont atteint les niveaux les plus immondes de l'idiotie politique. Aucun chef d'État de toute l'Afrique du Nord, des pays que nous avons cités, n'est capable d'aller vers les autres. Aucun chef d'État n'est capable de lancer de sérieuses discussions, dialogues et négociations pour la paix. Les autorités publiques du Maroc et de l'Algérie votre niveau est inférieur à celui de la négociation d'enfants. Vous êtes incapable de vous coordonner entre vous pour plus de paix dans une anthropologie intégralement recouvrée pour mettre un terme à la domination occidentale dont vous êtes victime, en particulier de la domination de la France, dirigée encore par son roi, le roi de France et de ses colonies africaines, qui vient d'être réélu, le président Emmanuel Macron. La Libye. Nous entendons, nous lisons de développement analytique sur ce qui se passe actuellement en Libye. Un désastre humanitaire d'abord, et un désastre anthropologique ensuite. Mais aucune analyse sérieuse n'est répercutée sur l'opinion publique. Nous utilisons l'opinion publique même si nous savons qu'elles sont loin d'exister en Afrique du Nord. Sur les objectifs fondamentaux, les objectifs non révélés de la destruction de la Libye. Premier objectif, maintenir sa population à un niveau faible. Deuxième, tout en la maintenant à un niveau faible, ralentir sa croissance. Troisième objectif, éteindre à jamais, ou du moins à jamais, sur 50 ans, sur un siècle, le projet connu sous le nom de code GMMR, The Great Man-Made River, le projet de la grande rivière faite par les hommes, qui a été lancé par le chef de l'État libyen, qui a été assassiné dans des conditions les plus ignobles. Ce projet de l'eau allait d'abord servir la nation libyenne en développant une agriculture digne de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique.
anticiper le désastre des ressources hydriques disponibles en Afrique du Nord. Voilà. Donc, actuellement, ce sont ces objectifs que toutes les nations d'Afrique du Nord doivent avoir en tête. Ce qui attend la Libye, nous le répétons une autre fois, c'est sa partition. Comme ce projet de partition du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Mali. Voilà. Ce sont les mêmes objectifs qui veulent être appliqués par les hyperpuissants à l'Algérie. Réduire sa population, la remettre dans un niveau de croissance faible, la priver d'éducation, de santé et de développement économique, et la maintenir dans l'agitation permanente, avec la variable anthropologique qui est la majorité de l'Algérie, son arabité et son islamité. Concernant l'Algérie, nous défions quiconque qui pourrait parler au nom des autorités publiques. Et nous mettons au défi le Mouradia et Ainaja, siège de l'état-major de l'armée, de rendre public un papier, une information qui porte sur les perspectives de croissance de la population, les objectifs immédiats pour assurer une santé gratuite et une éducation gratuite, et un papier de prospective d'analyse anthropologique et les risques que contient cette analyse. Nous allons revenir sur la question anthropologique dans la suite, parce que nous allons inclure le Mali et le Niger qui ont vu des études concernant leur pays financées par l'Ouest, par l'Occident, sur la question des langues vernaculaires. Nous avons travaillé sur cet aspect des langues. Aussi, nous mettons au défi tous les pays d'Afrique du Nord. Nous allons nous contenter de l'Afrique du Nord maintenant. Et en particulier, El Mouradia, Ainaja, et le four crématoire, la chambre à gaz, la Banque d'Algérie, de nous révéler un semblant d'objectif. Un papier qui décrit la participation de l'Algérie et de tous les États d'Afrique du Nord dans le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Nous le rappelons, nous l'avons dit dans nos précédentes interventions, que la ZLECA est un ordre qui vient des États-Unis d'Amérique à travers l'université de Denver, plus exactement une école affiliée à l'université de Denver, créée par le père de Madame Madeleine Albright. Pour nous, nous sommes orientés économie libérale. La ZLECA est une fumisterie. Par contre,
Le marché des ressources naturelles, un marché international des ressources naturelles en Afrique du Nord, oui. Maintenant, nous allons revenir à la nation algérienne, à laquelle nous appartenons. Avec l'aide des autres nations nord-africaines, la nation est capable de se libérer de la domination occidentale, de la domination orientale et de la domination du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. La nation algérienne, non pas en s'abreuvant d'histoire, une histoire noble transformée en slogan, en créant une nouvelle histoire, avec les données pour la période actuelle, avec les enjeux de la période actuelle. L'objectif cardinal, essentiel du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, est d'abolir une fois pour toutes la révolution algérienne. Et malheureusement, avec la complicité de Ennaja et de Mouradia, il réussit. Aux autorités du Mali et du Niger, autorités publiques du Mali et du Niger et de l'Algérie, avez-vous peur de parler de ce Kosovo et Donbass qui nous lie dans les zones frontalières, par le sud dans le cas de l'Algérie? Avez-vous peur de parler de ce Kosovo et Donbass qui sera alimenté par la France, dans lequel s'engouffreront d'autres puissances? Avez-vous peur? Aux autorités publiques du Mali et du Niger, est-il possible de discuter, vous est-il possible de discuter avec l'Algérie une partie de vos territoires qui sont au nord pour qu'ils les protègent? L'Algérie est capable de protéger une partie du nord de vos pays. Elle est capable, grâce à ses soldats et officiers subalternes. Vous diriez nous que l'Algérie est incapable de régler ses propres problèmes internes? Nous vous répondrons que oui, elle est incapable. C'est pour cette raison que nous avons suggéré une élection présidentielle anticipée et un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Pour réussir cette fin, nous supplions encore une fois les Algériens de résister dans des conditions affreuses à ce qu'ils subissent actuellement, à ce qu'ils vont subir après, que nous allons aborder. Au Mali, des assassinats de figures Touareg sont trop élevés. Vous êtes dans cette logique meurtrière. C'est vous-même
qui a accéléré la partition du Mali. Et si la partition du Mali se produit, les effets sur les conséquences et les effets sur l'Algérie seront dramatiques. Avec ça, nous allons démontrer que l'Algérie va entrer dans une guerre affreuse. Nous allons le démontrer. Ce n'est pas les chiffres. Les chiffres, oui, ils nous intéressent. Mais à travers ces chiffres, ces courbes, nous allons démontrer que l'Algérie va vers une guerre affreuse. Nous avons saisi les autorités maliennes, nigériennes et tchadiennes. Nous avons saisi le président de la Commission de l'Union africaine en au moins 2 reprises. Si vous avez des problèmes de télécommunication et d'Internet, demandez à vos représentations diplomatiques en Amérique ou en Europe de vous faire la synthèse de ce que nous avons dit depuis 2014. Pour notre part maintenant, notre nom doit être associé à la paix, recouvrement de l'anthropologie algérienne dans son intégralité. Parce que l'anthropologie algérienne risque de devenir la bombe qui fera exploser l'Algérie. Est une déjà bombe qui est amorcée pour détruire, s'accaparer les ressources naturelles de l'Algérie et de toute l'Afrique du Nord et avoir la même mise sur les ressources financières internationales de toute l'Afrique du Nord. Ils vont allumer le brasier anthropologique et identitaire. Donc notre nom doit être associé à la paix. Aux autorités maliennes et nigériennes, nous sommes prêts à venir chez vous et donner des conférences dans vos universités sur la question anthropologique, sur les problématiques de population, sur votre adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, sur les questions du libre-échange en Afrique. Nous sommes prêts à venir. Et nous avons déjà suggéré des rencontres avec les expatriés en Amérique du Nord et même en Europe. Nous sommes prêts à nous déplacer. Tenons, en Algérie, octobre 88, son lot d'assassinats, de tortures, de viols, de procès injustes, a précédé quoi? Il a précédé l'entrée en Algérie dans l'enfer de la cessation de paiement, d'une crise de liquidité, de l'endettement international. Tenons, de temps à autre, il est nécessaire de faire des petits calculs. D'octobre 88 à juin 2022, il y a environ 32 ans. 32 ans que l'Algérie est dans le broyeur des instances internationales. Octobre 88. C'est, voilà, l'un des avantages au Canada,
en face de moi, c'est une tempête affreuse qui vient de se déclencher. Et c'est une alerte de Environnement Canada. Donc c'est le téléphone qui a sonné. Mais c'est vraiment, elle est affreuse. Donc les autorités canadiennes, à travers Environnement Canada, nous ont alertés. Ça veut dire que c'est un cas de situation extrême. Nous continuons. Donc en octobre 88, nous avons été témoins oculaires d'assassinats. À l'époque, nous travaillions à Alger Centre, à Audin, place Audin. Nous habitions à des quartiers populaires d'Alger. Badjarrah, cité des eucalyptus, etc. Et nous traversons le Harrach. Après octobre 88, donc c'est l'entrée de l'Algérie dans le cycle du FMI, de la restructuration, des programmes d'ajustement structurel, des programmes de stabilisation. Nous sommes en juin. Nous sommes en juin. En juin 92, c'est l'homme qui a tenté de sauver l'Algérie. Ou du moins, de faire ce qu'il pouvait pour l'Algérie. Mohamed Boudiaf qui a été assassiné. Nous sommes en juin. Nous sommes aussi en juin. La commémoration de l'assassinat de Lounes Matoub en juin 96. Lounes Matoub, en plus d'avoir été assassiné en juin 96, il continue d'être, il est victime d'un assassinat continu. Premièrement, en l'utilisant pour faire valoir. Deuxième raison, tout son travail pour la patrie d'abord et la question anthropologique est ignorée. Troisième raison, son assassinat est demeuré impuni à ce jour, comme les assassinats d'octobre 88, les tortures d'octobre 88. Qu'est-ce qui se passe en juin de 2022 en Algérie? Globalement la même chose qu'octobre 88, que juin 92, juin 96, pour le West Matoub, reste 2001. Nous avons été très proches des animateurs de ce mouvement dans la région de Béjaïa. Les revendications des manifestants à partir d'avril 2001, après l'assassinat de Garmah Massinissa à Douala, ont été du niveau social et économique d'abord. La question de la revendication de Tamazight n'a été ajoutée qu'in extremis. Et à partir de l'ajout de la question Amazigh, le mouvement est parti en vrille. Béjaïa d'un côté, avec deux organisations, le CPWB et la CICB, Tizi Ouzou et sa région avec une autre organisation, la CADC, et la région de Bouira avec une autre organisation. Voilà le résultat. Donc, de 88 jusqu'à 2001, quand nous faisons l'addition macabre, c'est le même topo qui se redessine
que nous vivons en Algérie actuellement. Ce que nous dirons maintenant est valable pour toutes les régions de Tindouf, de Tamanrasset, dans les Aurès, c'est valable. Hein. Il concerne la région de Béjaïa. Et cette fameuse mine dite de Terramine. Nous connaissons très très bien Ouadamezor et toute sa région. À nos chers compatriotes de Ouadamezor et à nos chers compatriotes d'Algérie et à tous les compatriotes d'Afrique du Nord, du Mali et du Niger et du Tchad surtout, Mali et Niger, nous allons fournir quelques indications. Elles seront valables pour les Nigériens et les Maliens. En 2014, quand la question Amazir s'est reposée, nous avons attiré l'attention des Algériens sur la partition de l'Algérie et sur les dérives de la Banque d'Algérie. Nous avons reçu ce que nous avons reçu comme critique. Nous avons reçu. Dans ce que nous avions dit en 2014 et 2015, nous avons cité nommément le projet de Terramine à Ouadamezor. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons Terramine à Ouadamezor. Nous avons soulevé cette question des ressources naturelles et de l'environnement auprès du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Banque mondiale de l'époque, de la directrice générale du FMI de l'époque. Nous l'avons avec des lettres officielles. Nous avons obtenu des réponses de la part du secrétaire général de l'ONU en demandant à la Banque mondiale de dépêcher des missions d'évaluation, des missions d'études pour les projets de catégorie A et missions d'évaluation pour les projets de catégorie B qui concernent cet extractivisme du diable qui vient d'être lancé en Algérie. C'est un extractivisme du diable. Ensuite, nous avons repris toujours ces projets d'extractivisme en incluant d'autres protocoles additionnels. Le principe de l'équateur, par exemple. Récemment, après les incendies qui ont ravagé toute l'Algérie, et seuls les incendies qui ont ravagé la Kabylie sont mis en exergue. Nous avons proposé un plan de relèvement précoce pour toute l'Algérie. Un plan de relèvement précoce post-incendie. Et pour le faire, nous avons sollicité l'aide et les conseils de notre professeur de management à HEC Montréal. Bon, il y a longtemps, bien sûr. Nous avons reparlé de ce projet. Chers compatriotes de Ouadamezor, c'est valable pour l'Ouest et le Sud. Si votre réaction est compréhensible et salutaire, vous risquez d'être l'objet d'une manipulation qui va encore embraser l'Algérie le temps de faire passer la loi sur l'investissement, le temps de faire passer la loi sur tarification de la santé, sur la réduction de l'éducation, la dévaluation du dinar, futur, un silence. Hein.
comme s'annonce la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie. Vous risquez de devenir, nous nous excusons de l'expression, les dents de la farce, et d'être les véhicules d'un désastre. Vous allez couvrir un désastre par des manifestations. Tout ce que nous venons de dire ici, là, nous l'avons dit, nous l'avons écrit dans notre ouvrage publié en France, le livre de la jarre pour la patrie. Bien sûr, nous avons ajouté des droits internationaux. Nous avons fourni des calculs, des preuves comme ceux que nous allons vous présenter après. Donc, soyez lucides. À nos compatriotes de la région de Tizi Ouzou, nous le répétons, nous avons de l'admiration pour des joueurs de football. Pour les équipes, nous sommes loin. Nous sommes incapables de fournir un élément d'analyse d'une rencontre de football. Nous sommes incapables de fournir un élément d'analyse d'une rencontre de football. Nous pouvons commenter une rencontre de football à condition qu'il y ait des joueurs que nous admirons dedans, comme Chaban Marskan, comme Rachid Adrir, comme Diego Maradona, le prophète du football. Ce sera un commentaire plus, en plus d'être subjectif, il sera plus sentimental. Comme nous sommes incapables d'analyser, de commenter pourquoi les défenseurs comme ça, les attaquants comme ça, les milieux comme ça, le gardien comme ça, nous sommes incapables de fournir. Ce qui se passe autour de la JSK sans le roussi. Avant, c'était les syndicalistes de l'ENIAM et les travailleurs de l'IAM qui étaient en ébullition. Nous pensons avoir participé à mettre de la sagesse et de la raison dans leurs actions. Nous pensons. Mais après, c'est la JSK. Elle est de tous les événements négatifs. Nous attirons votre attention que pour embraser encore plus la Yougoslavie, des mafias de toutes les parties qui s'affrontaient en Yougoslavie ont manipulé les spectateurs du Partizan de Belgrade et de l'Étoile Rouge de Belgrade. Des leaders, des mafieux, qui est envoyé dans les stades pour manipuler les spectateurs et les contrôler dans les manifestations de rue et désigner ceux qui s'occuperont de la violence. Les rencontres de football de la JSK, nous ignorons la fin du championnat, nous ignorons tout du championnat national de football, et même d'ailleurs dans le monde. Doivent être surveillés comme du lait sur le feu. Et nous demandons dès à présent à l'état-major de l'armée d'éviter toute manipulation des spectateurs et d'éviter à ce que et d'empêcher les autres de manipuler les spectateurs. Parce que ce à quoi vous avez consenti, la vente de l'Algérie, la prédation de l'Algérie, votre peur de l'Occident, vous a rendu aveugle sur l'avenir de la patrie. Sur ce point, nous sommes à ce jour surpris par l'absence d'action
au moins décrite comme ça, au sens large, d'une manière très générale. Nous sommes surpris par l'absence des attachés de défense et militaires en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Russie, en Chine. Ils sont absents. Ce serait exagérément, excessivement grave de leur part s'ils demandaient, par exemple, la résidence permanente dans ces pays ou bien d'acquérir la nationalité de ces pays, s'ils ne l'ont pas déjà fait, pour éviter de rentrer définitivement en Algérie. De rentrer en Algérie. Très grave. Donc, la situation de Ouadamizor avec les mines et la situation de la région de Tizi Ouzou avec tout ce qui tourne autour du football en Algérie sont des signaux extrêmement préoccupants. Là. Nous recevons des messages codés. Nous arrivons à les décoder, ça. Nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages. Nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages. Récemment, ça fait quelques mois, une réduction des impôts en Algérie a été opérée et une prétendue augmentation du point indiciaire en Algérie, c'est-à-dire l'augmentation des salaires. Nous répétons que non seulement nous sommes radicalement contre, nous qualifions ces décisions de criminelles, d'antipatriotiques et de nazis, et nous sommes pour, nous avons travaillé depuis 2015 sur la baisse des salaires et des pensions de retraite. Nous disons à nos compatriotes d'Algérie, très bientôt, vous allez regretter amèrement la réduction des impôts, vous allez regretter amèrement les augmentations des salaires, et vous allez constater facilement que cette allocation dite aux chômeurs est une catastrophe. Les responsables, le président de la Banque mondiale et la directrice générale du FMI se sont déplacés dans certains pays africains, nous suivons l'information. Mais ils ont laissé l'Algérie se débattre dans ses crises, dans ses problèmes. Ils ont laissé l'Algérie s'enfoncer par elle-même dans les problèmes. Il suffit de voir actuellement la Tunisie. Pour qu'ils leur redemandent de faire encore plus mal à la nation algérienne par la suite. C'est-à-dire tarification de la santé, introduction des frais de scolarité, des remboursements de certains médicaments, réduction des subventions. Ça, c'est en 2015 que nous l'avons posé. Subventions. En d'autres termes, les Algériens, les revenus des Algériennes et des Algériens subiront un coup si terrifiant, si terrible, qu'ils regretteront, qu'ils demanderont ça, qu'ils demanderont la restauration, la réinstallation, la remise en œuvre des subventions, ce que nous avons demandé. Nous avons suggéré plutôt la baisse des salaires, des pensions de retraite et la suppression de cette allocation chômage, prétendu chômage, et le maintien de subventions. Eh oui. Vous risquez. Tout ça maintenant. Tout ça. Et pendant ce temps, le gouvernement vous prépare des lois criminelles et fascistes qui seront votées par les deux assemblées, les députés et les sénateurs.
Avez-vous remarqué le silence des députés et des sénateurs? Avez-vous remarqué encore plus l'absence des syndicats? Depuis qu'ils ont été manipulés pour déstabiliser certains centres de pouvoir, sont au silence. En réitérant notre supplication, nous supplions les Algériens de résister, de demeurer pacifiques et d'être solidaires avec les soldats et les officiers subalternes de l'armée. En leur demandant de demeurer pacifiques, de résister. Résister. Parce que sinon, c'est la guerre. Qui s'annonce. Pour cela, et les mots plus durs, plus puissants nous manquent pour dire d'éviter toutes ces histoires de coups d'État et de destitution. La destitution, le coup d'État précédent, nous a menés là. Nous a menés vers cette situation extraordinairement explosive. Donc, toute destitution actuelle par un état-major qui est lui-même doit être, qui est complètement déconnecté de la situation de la nation. Il est complètement déconnecté de la situation de la nation. Qui est lui-même exempt de tout avis positif sur l'Algérie. Restez dans les casernes, faites de votre mieux pour éviter l'explosion à l'intérieur même, en donnant des signaux positifs. Les grabataires, de rentrer chez vous. Voilà. Donc, toute idée de coup d'État doit être chassée de leurs esprits en Algérie. Et pour cela, la nation algérienne, les patriotes, ceux qui aiment leur pays, doivent dès à présent dire qu'au lieu d'une destitution forcée, nous demandons une élection présidentielle anticipée. Au moins les formes seront saves. Et dites quelle est votre position devant ce roi de France qui vous a écrasé. Voilà pour la situation sociale en Algérie et quelques aspects très généraux là. Là maintenant, l'immédiat. Nous détestons travailler sur l'immédiat. L'immédiat, sur le court terme, le très court terme, 4 ans, 5 ans. Nous aimons travailler plutôt sur des échéances plus longues. Étant forcés de participer à la paix en Algérie, nous sommes obligés de travailler sur les médias, de revenir vers ces niveaux bas d'analyse là. Actuellement, la nation algérienne sera gavée par des procès sensationnalistes, c'est-à-dire des figures très connues qui risquent de monopoliser l'opinion publique. Ces figures seront condamnées sous des chefs d'inculpation complètement débiles et bidons. Débiles et bidons. Quand des arrêtés, des décisions comme ça, au fait de presse, ils seront gavés pour des procès de noms, de figures. Ils entendront parler très peu de changements de directeurs généraux, etc.
Avez-vous, les directeurs généraux de certaines entreprises sont changés comme des chemises. Mais les généraux de l'état-major, non. Donc il faut faire attention à cette intoxication informationnelle. Vous serez intoxiqué. Pendant ce temps-là, les émissaires de la France, ceux qui agissent pour la France, pour les États-Unis, pour la Russie, pour la Chine, etc., continueront à ravager les centres de décision de l'Algérie. Les centres de décision de fait. Donc pour arrêter, avant d'aller vers le reste, nous adressons une autre fois aux autorités publiques du Mali et du Niger essentiellement et du Tchad. Nous sommes natifs d'un village qui s'appelle Boujdil en Algérie, dans la Kabylie, en Kabylie. Nous vous disons que nous aimons même la poussière de ce village. La poussière d'été, quand il fait 45 degrés, 50 degrés, avec un léger vent comme ça. Nous aimons même la poussière. Que dire de ces hommes et femmes? Que dire de sa nature? De ses montagnes, de ses rivières, de ses ravins, de ses écoles, de sa mosquée? Que dire de cet ensemble? Oui. L'Algérie, nous sommes aussi. Nous aimons aussi un autre village. Ouagnoun, dans la partie opposée de notre Kabylie. Nous l'aimons beaucoup. Un charme exquis. Un charme très exquis. Des hommes réputés. Ouagnoun a sa beauté. Donc nous l'aimons aussi. Entre notre amour pour Boujlil et notre amour pour Ouagnoun, il y a des différences, bien sûr. Des différences de destinataires. Mais c'est un amour que nous avons pour toute l'Algérie. Nous avons des regrets. Un seul regret en Algérie. Nous n'avons jamais visité le sud, l'extrême sud. Même si nous ne l'avions jamais visité. Dans tous nos travaux, depuis 2013, le sud algérien, le Hogar, est central. Dans les ouvrages que nous avons publiés, le Hogar, le Tanzlouft, le désert algérien est central. Oui, il est de réputation mondiale. Donc, en disant cet amour-là, cet amour, ce n'est pas pour le folklore du romantisme, du nostalgisme. Nous le disons pour vous dire que même si nous allons parler économie et droit international maintenant, après, du moins après, nous sommes imprégnés par les valeurs de partage, de solidarité que nous avons vécues. Oui, nous avons l'esprit de la ruralité, de la paysannerie en nous. Nous l'avons. Bien sûr, c'est cet esprit de la paysannerie et de la ruralité que nous allons mettre dans des concepts internationaux, essentiellement américains, voilà, ou anglais, de par nos études à l'Université de Montréal. Parce que ce sont les mêmes. Parce qu'ils se ressemblent. Aux autorités maliennes, nigériennes et aux nations.
Une, fin 2012, début 2013, une de nos compatriotes a travaillé en Ouganda. Bon, a travaillé, non, elle a fait un séjour au lac Victoria, naissance du Nil. Elle a fait un séjour universitaire pour ses besoins de recherche, etc., pour ses besoins universitaires. À son retour, elle nous a raconté quelques aspects. N'étant pas vraiment très intéressé par le sujet, à l'époque bien sûr, parce que nous étions intéressés plus par sa présence. Et nous avons déplacé les discussions vers d'autres sujets dont l'expression la plus connue d'intérêt commun. Mais à l'Université de Montréal, des compatriotes d'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Maroc, Tunisie, oui, mais c'est juste pour une très brève période. On travaillait sur des sujets qui nous intéressaient. Donc, nous avons été présents, témoins, nous avons participé au débat, etc., aux discussions sur la mangrove au Niger, les enjeux du Niger, les enjeux de la paix en République démocratique du Congo, le plan vert adopté par le Maroc, qu'ils ont acquis auprès de l'État mexicain. C'est le plan verde. C'est le plan verde. Hein? C'est le plan vert de Mexico qui est appliqué au Maroc. À Tanger ou Casablanca, mais normalement c'est Tanger. C'est-à-dire le plan vert devait s'intégrer dans les investissements étrangers au Maroc. Et donc nous avons quelques éléments et nous nous documentons beaucoup. Donc voilà pour l'aspect. Actuellement, donc en plus de la SDECAF que nous allons retraiter avec le président de la Commission de l'Union africaine, encore une fois, actuellement c'est une loi sur les investissements qui est adoptée, quelque chose comme ça. L'Algérie va devenir un cimetière. Ça, c'est la première. Toutes les usines déclassées, du moins, tous les équipements de production des usines déclassées en Europe seront refourgués à l'Algérie, donc l'Algérie deviendra un cimetière. Ça, c'est la première. Deuxièmement, il y aura des fuites et des blanchiments d'argent affreux. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle un lemon market, c'est un marché au citron. Existe-t-il en Algérie des systèmes de contrôle, d'expertise bon. Donc, ceci confirme ce que nous avons dit en 2015. L'Algérie devenant un pays de plus en plus risqué, donc aucun FDI, Brownfield, aucun Greenfield FDI ne sera réalisé en Algérie. Tous les investissements qui seront réalisés en Algérie seront du Brownfield. C'est-à-dire, dans 2 années, 3 années, vous allez vous casser la gueule avec. Et vous allez perdre de l'argent et nous allons gagner de l'argent avec. Nous signalons que l'abandon minimal de la loi minimaliste 49-51, sachant que l'Algérie ne dispose d'aucun instrument de contrôle, est déjà en soi un crime. Avez-vous les moyens de contrôler les participations minoritaires qui vont se faire en conglomérat? Voilà pour cet aspect maintenant. Nous avons terminé côté investissement. Éducation, santé. La santé, c'est la tarification et les augmentations de salaire, ce qui attend les Algériens. Après, reste maintenant un dernier élément de cette vue d'ensemble. L'endettement international de l'Algérie.
nous serons gentils avec les mots. La débilité qui prend l'état-major de l'armée a réservé les réserves internationales de l'Algérie pour l'achat d'armement. Au lieu d'aller vers des traités de paix avec le Maroc, la Tunisie, le Mali et le Niger et nous éviter le désastre du gaspillage du très peu de ressources de réserves internationales que nous avons, et il oblige l'Algérie à aller vers un nouvel endettement international. Nous signalons que l'Algérie est déjà endettée. Elle est déjà endettée. Avec maintenant, en conjuguant tous ces facteurs, tous ces éléments étrangers, tous ces facteurs d'influence de l'étranger et essentiellement de la France, des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de la Russie, est-ce que l'Algérie s'en sortira? Certainement oui. Avec une dignité patriotique recouvrée. Avec une dignité anthropologique recouvrée. Avec un soutien permanent aux soldats et aux officiers subalternes de l'armée. Voilà. Et accepter que les médicaments pour les enfants soient prioritaires. Nous sommes très gênés par dire ces mots. Le gouvernement algérien, la présidence, l'armée, excepté les conneries qu'ils alignent là, évite de parler sur des sujets sensibles. Donc, il nous est très difficile d'interpréter de comprendre, d'identifier un petit peu ce qu'il prévoit. Donc, pour ce faire, nous prêtons attention aux mots. Aux mots. De temps en temps, il glisse un mot. Un mot, un seul mot. Et il révèle tout. Quand un mot révèle tout, donc il montre toutes ses conséquences sur les autres. Le mot urgence, prononcé par le ministère de la Santé, du moins, venu du ministère de la Santé. Après l'hécatombe de la pandémie, là il revient, le ministère de la Santé revient avec l'amélioration des urgences. Nous serons d'abord cruels avec les urgences. D'abord cruels, ensuite nous allons devenir universitaires. Si des Algériens, des étrangers, des résidents en Algérie, hein, parce qu'il y a même des étrangers, pointent aux urgences, plusieurs solutions existent. Une réaction rapide des personnels de soins qui vont identifier rapidement le problème et tenter de le régler si cela est possible. Parce que il ne faut pas oublier les restrictions, ce que vous appelez la rationalisation des dépenses. Tant mieux. Si la détection de son problème est difficile, une solution pour désengorger les urgences. Hein, désengorger les urgences. Nous avons passé 28 heures dans nos urgences pour une fracture banale au Canada. Hein. 28 heures. Ça fait plus de 2 années et demie depuis que nous attendons un petit rendez-vous pour régler un petit problème de poignet là. Petit. Pour désengorger les urgences, il y a une solution. Augmenter l'espace. Nous vous rappelons que les urgences sont un événement stochastique qui débouche sur des files d'attente explosives. Construisez des hangars côté des urgences, ajoutez un hangar. C'est une solution. Troisième solution, laissez les cas graves mourir. Laissez-les. Alors que nous avons abordé la question des soins de santé en Algérie en 2018. Quelle serait la solution? La meilleure solution. Du moins, pas la meilleure, il n'existe pas de meilleure solution.
une solution qui va réduire un petit peu la souffrance des uns et des autres et de faire dans la rationalisation de dépenses. C'est la création de soins de première ligne, très efficace, hein? C'est-à-dire des groupes là, de choc. Là. Ils vont aller dans les villages, identifier les cas graves avant qu'ils ne viennent en urgence. Identifier. 2. Des ceintures d'ambulance, des ceintures de centres d'évacuation avec des ambulances équipées. Oui. L'organisation de visites à domicile pour les médecins, les spécialistes de la santé publique, du réseau de la santé publique. L'instrument le plus simple, c'est la prévention et l'information. Et voici. Maintenant, bien sûr, nous revenons que le FMI nous interdit. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à un monde, à ce monde dit du travail, le monde dit du travail, c'est-à-dire des salariés, etc. Nous préférons commencer par vous dire ce qu'a écrit un communiste, plutôt un marxiste de premier ordre, philosophe et docteur en socio-économie, québécois, canadien, québécois. Jean-Claude Saint-Onge, l'imposture néolibérale, dans un livre que nous venons de lire, etc. Il cite, en Écosse, le pays d'Adam Smith, pour ceux qui aiment Adam Smith, les Smithiens, la nouvelle discipline du travail est contraire aux habitudes des paysans. C'est en Écosse. Le nombre de mendiants et de vagabonds se multiplie. On a recours à la loi pour les discipliner. Dans la première moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1500. Dans la première partie de moitié du XVIe siècle, les mendiants robustes, pris en flagrant délit de vagabondage, sont fouettés, et doivent s'engager à se remettre au travail ou retourner à leur village, migration locale, d'origine. S'ils sont pris à vagabonder de nouveau, ils ont la moitié de l'oreille coupée. On lui coupe l'oreille, c'est-à-dire on le marque. À la deuxième récidive, ces mendiants, ils sont exécutés. En 1547, tout individu réfractaire au travail est adjugé en esclavage pour une période de 2 ans à qui le dénonce. Donc ça, c'est la loi de la nature. John Locke. C'est ça, Locke. À qui le dénonce, c'est-à-dire, vous dénoncez une personne, elle a été mendiante, vous l'aurez en esclave. S'il s'absente, il est marqué au fer rouge et condamné à l'esclavage pour le reste de ses jours. Ça, c'est en Europe du XVIe siècle. S'il est pris pour la 3e fois, il est exécuté. Sous le règne de celle qu'on a appelée la Grande Élisabeth, 1558-1603, un chroniqueur de l'époque trouve les juges trop cléments, avec tous ces sauvageries, un chroniqueur les trouve trop cléments. Il écrit qu'on pond des vagabonds par fournée, jusqu'à 300 ou 400 par année. Jean-Claude Saint-Onge, l'imposture néolibérale, marché, liberté et justice sociale, économie,
Éco-Société, publication de 2017. Donc, aux autorités maliennes et nigériennes, c'est valable pour l'Algérie aussi. Dans le moyen terme, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans, nous devons nous poser la question sur le risque de résurgence de l'esclavage. Après, nous allons parler de ça et parler de ça pour montrer les aspects militaires, conflits armés, un peu de droit international, mais pour nous, comme à l'américaine. Nous donnons un exemple concret et nous remontons vers le niveau plus haut, le niveau abstrait, le niveau théorique, le niveau analytique. Donc à tout de suite.